Épisode 9, Harlem, des héros d'hier et de demain. Bonjour, encore une nouvelle journée sur New York. J'ai l'impression, tu sais, d'être une animatrice radio. Hello everybody, welcome in New York City. Journée du mardi, il y a quand même un borough qu'on n'a pas encore visité et qui est hyper important quand on pense à la culture black new-yorkaise. Et ça va être un gros sujet de notre récit du jour. Mais en attendant, il faut quand même qu'on vous raconte ce qui s'est passé quand même lundi après-midi, parce que après Staten Island, on s'est tous séparés, enfin en tout cas pas tous, mais nous on a quitté le groupe, on avait envie de s'échapper un peu, et puis après-midi et soirée. On s'est consacré à faire un peu de shopping, et notamment on a acheté sur Manhattan en fait des chaussures. Moi j'ai acheté une paire de chaussures de randonnée puisque les miennes étaient complètement foutues, et Arnaud une autre paire de baskets en plus, donc on va se retrouver bien chargé, on va devoir jeter les boîtes pour rentrer en avion. Et donc sur Manhattan, on a acheté des Hoka, H-O-K-A, qui est une marque qui se développe vachement aux États-Unis. En France, on la trouve déjà, mais de ce que j'ai pu regarder dans les magasins de running, on a en fait les collections de l'année précédente qui arrivent seulement ici en France. Si on veut la collection qui est vraiment du jour, enfin de l'année, actuellement on ne l'a que sur internet. Donc nous on a eu la possibilité de s'acheter en fait des baskets de la collection 2023. Enfin Arnaud des baskets Hoka et moi une paire de chaussures de rando qu'on va pouvoir expérimenter très vite en rentrant. Alors comme on est à deux, on s'est dit tiens on va faire un petit tour de quartier. Donc on a, en plus de faire du shopping, on est passé devant l'Empire State Building et on s'est dit qu'on allait visiter l'intérieur parce que bon effectivement c'est sympa de se prendre en photo en essayant de mettre l'appareil au ras du sol pour avoir un maximum de hauteur sur la photo, mais c'est encore mieux de rentrer. Donc on n'est pas allé dans les étages, mais déjà rien que le hall, c'est grandiose, on a l'impression de voir du marbre doré dans tous les sens. Et quand on rentre dans le hall, on a un sol hyper brillant, avec une alternance comme un damier, avec des marbres tantôt clairs, tantôt foncés, des grandes bandes noires. On a une espèce de guichet également en marbre, et juste derrière, on a un immense mur, avec du coup toute une symbolique qui représente l'Empire State Building. Donc on a une miniature finalement d'Empire State Building qui est gravée dans le mur, avec comme un soleil métallique couleur argent, avec une immense horloge juste en dessous. Et puis on voit également une espèce de carte géographique. Donc on voit Connecticut, New York, Long Island, Pennsylvania. C'est vraiment impressionnant comme hall. Je ne sais pas dire quelle hauteur ça fait, mais on se sent vraiment tout petit. Et donc là, il y a deux personnes, deux grooms, je dirais, qui gardent les portes et qui gardent l'accès également aux étages supérieurs. Pendant ce temps, le groupe ont fait encore un peu de tourisme et se sont baladés, et notamment ils ont participé à une activité qu'attendent les jeunes avec impatience tous les jours à plusieurs créneaux de la journée, c'est-à-dire manger. Bon, chez eux, ça revenait quand même régulièrement, quand est-ce qu'on mange. Et je crois qu'ils se sont fait plaisir. Bon, Soraya, aurais-tu une anecdote à partager pour le podcast sur ta journée d'hier ? Alors, T'as été attaqué direct la Bible. alors, j'avais vraiment l'impression de manger quelque chose d'autre. Ça va pas là, elle est folle celle-là. C'est-à-dire Alors là, ah mais je rigole. Je vais voir Soraya embrasser son chef. Mais ça, Il faut le censurer, ce truc-là, c'est pas pour tous les publics, franchement. Donc là, Soraya a mangé le milkshake géant le plus dingue qui soit. Donc c'est un milkshake qui doit faire 20 cm de haut, avec énormément de chantilly, des topics, donc des brisures de M&M's, de Smarties. Et donc elle a pris un certain temps pour manger ça. Je crois que le puritanisme américain ne me permet pas de vous en dire plus. Heureusement que c'est un podcast, hein. Merci Soraya pour l'anecdote. L'Empire State C'est bon pour la santé. Shake. l'Empire State shake. Milkshake. Alors moi, il y a une idée qui me trottait dans la tête avant de partir. J'aurais aimé en fait rencontrer des Américains. Alors c'est sûr que quand on va à New York,
on peut se dire qu'on va forcément rencontrer des Américains. Mais dans la rue, on ne peut pas avoir des conversations très, très longues, hein, même si les small talk sont très développés. Donc j'ai cherché une manière de le faire et j'ai trouvé. En fait, moi je suis membre de l'application Meetup, avec un site web, hein, meetup.com. Et donc l'idée, en fait, c'est d'aller trouver un centre d'intérêt et donc de rejoindre une communauté. Et là, j'ai trouvé, dans New York, un groupe d'Américains qui se réunissent tous les lundis soirs pour, justement, dans un bar, pour pratiquer la langue française. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va me faire travailler la langue anglaise, mais du coup je trouvais que c'était plutôt détendu de notre part et ça permet quand même de faire de la connexion avec des Américains. Donc je me suis inscrit, j'ai vu 45 personnes inscrites, je me suis dit waouh, il risque d'y avoir pas mal de monde, dans un petit bar en sous-sol qui s'appelle le Flute, donc ça s'écrit comme une flûte, hein, une flûte de champagne. C'est au centre de Manhattan, en dessous de Central Park. Et donc, du coup, on est parti au foot le lundi soir. Donc, arrivé sur place, effectivement, hein, c'était vraiment en sous-sol. Il y avait un monde de dingue. Franchement, j'ai pas pu enregistrer parce que ça faisait une cacophonie extraordinaire. Mais tout de suite, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'accueil. On a vraiment été accueillis donc, par les organisateurs de cet événement, de ce groupe. Et vraiment un accueil très chaleureux. Et puis quand on leur a dit qu'on était français, waouh, vous êtes des dieux, des Français natifs, c'est génial, bienvenue. Non, franchement, c'était très agréable. Et puis du coup, on a pu faire connaissance. Alors, c'est vrai que le bar était un peu cher quand même, hein, malgré tout. Donc, on a pris une consommation. Voilà, c'était quand même le deal de consommer sur place, mais c'était quand même un prix assez élevé. Ouais, je sais plus combien c'était pas du style, je sais pas, 10 ou entre 10 et 15 $ la coupe de champagne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. On était vraiment au sud de Central Park, finalement plus très loin de Times Square. Et c'était chic, mais très très petit, hein, pour le coup. Voilà, et tout le monde était debout parce que tu pouvais pas vraiment t'asseoir vu le monde qu'il y avait. C'est vrai qu'on a eu un accueil, on était des stars, hein, parce qu'on était les seuls Français finalement de la soirée. Et voilà, pour eux, on allait vraiment leur permettre de se positionner, savoir s'ils prononçaient bien les mots, les aider quand ils butent sur un mot, ils nous demandaient si ça allait, comment ils prononçaient les mots. Enfin, c'était très très marrant et ça nous a permis de voir qu'en fait, dans les deux sens, en fait, les gens essayent de parler les langues étrangères et puis ils parlent français comme nous, on parle anglais, quoi. Mais ils se débrouillent et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Ils essayent, trouvent un mot, c'est pas le bon, ils n'ont pas le bon pronom, mais ils osent en fait. Il faut y aller, ils lancent des phrases, voilà. Alors, j'ai rencontré des gens très variés, quoi. On a eu des caractères très différents. Moi, il y a eu un moment qui m'a semblé une éternité avec un homme qui m'expliquait, alors c'était toujours très intéressant, en fait ils s'exercent en expliquant ce qu'ils font dans la vie, ce que leurs conjoints font dans la vie, où est-ce qu'ils vivent, parce qu'il y en a qui vivaient pas sur New York, qui étaient là de passage et qui en avaient profité. Et il y a un gars, franchement, il butait beaucoup sur tous les mots, c'était très long, et tu te rends compte comment ça peut être pénible de devoir suivre une conversation où tu sais pas trop où il veut t'emmener, mais il est toujours en train de faire tous les 3 mots. Et j'avais mal pour lui, franchement, par moment, mais c'était hyper courageux. Enfin, j'étais vraiment admirative de l'implication qu'il y mettait. Et je me dis, mais moi j'aurais abandonné depuis longtemps, quoi, en fait. En anglais, j'aurais dit, ouais, j'y arrive pas, j'aurais demandé à Google, allez hop. Et voilà, et moi, de mon côté, j'ai parlé aussi à une jeune fille qui était dans l'agriculture, un peu, enfin, l'agroalimentaire, on va dire. Et c'était hyper intéressant, et elle était très curieuse aussi de ce que je faisais dans la vie. Elle m'a posé pas mal de questions, et moi, j'avais convenu avec elle que je devais parler, moi, anglais, et elle devait me répondre en français. Comme ça, voilà, ça me faisait aussi improve my English, tu vois. Voilà. Moi, pour ma part, donc j'ai rencontré, je pense, 4 ou 5 personnes sur la soirée. Alors, je me rappelle d'un certain David. Alors, c'était rigolo parce qu'en fait, il est artiste. Bon, il travaille aussi, mais il est artiste. Et donc, il m'explique qu'il a
Il a créé un album de chansons, du coup, plutôt R&B, hip-hop, et c'est disponible sur Spotify, donc il m'a donné le compte en question. Bon, il y a effectivement quelques chansons. En fait, David, il chante en français, c'est rigolo. Et il m'explique même qu'il a appris le français grâce à des rappeurs français. Alors, je suis désolé, le rap, c'est pas ma cam, je ne saurais pas, je me rappelle pas en fait quels étaient les artistes dont il m'a parlé. Mais pour lui, voilà, c'est grâce aux paroles des chansons des rappeurs français qu'il a appris le français. Bon, je me suis un petit peu inquiété quand même pour lui, mais, mais je trouvais que c'était vraiment très atypique comme anecdote. Et ce qui m'a marqué en fait, c'est qu'il m'explique qu'il connaît un petit peu la France, mais il connaît que 2 villes en France. Alors la première, c'est Paris. Donc, ok, bon, je m'attendais un peu. La deuxième ville qu'il connaît, c'est Valenciennes. Là, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il parle de Valenciennes. Et je lui dis, mais comment t'as fait pour connaître Valenciennes, en fait? Et donc, il m'explique qu'il a été prof d'anglais à Valenciennes. Donc, c'est pour ça que il connaît cette ville, forcément. Et donc, il trouve que voilà, c'est génial la France, franchement, mais il me dit, mais vous avez tout, vous avez les boulangeries avec les croissants, vous pouvez y aller tous les jours. Bon, je me dis moi-même, bah non, je n'y vais pas tous les jours, mais c'est vrai que lui, ça lui semble tellement dingue qu'il faut en profiter un maximum. Après, il m'explique que, ah oui, vous avez le chômage, tout ce qui est aide sociale, mais ça c'est génial. Alors c'est vrai que oui, en comparaison des États-Unis, ça fait une sacrée différence. Et le top du top, alors là franchement, les congés payés. Là en France, vous avez plein de congés payés. Nous, aux États-Unis, c'est quelques jours par an, quoi. Voilà. Donc c'est une approche très différente. Et pour lui, en fait, en France, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Bon, je sais pas si on fait un sondage des Français, je sais pas s'ils ont la même prise de recul et ce même sentiment, mais j'ai trouvé ça très fort, en fait, très... ça permet vraiment de prendre du recul sur sa propre situation, son propre vécu, et franchement, j'ai passé un très bon moment avec lui, c'était vraiment sympa. Après, j'ai rencontré Ed, lui, il était serveur dans un restaurant, et il s'intéresse à tout ce qui est... commerce international. En fait, il est en train de se reformer pour changer de boulot, pour se réorienter. Et donc, on a parlé investissement, on a parlé crypto-monnaie, on a parlé intelligence artificielle avec ChatGPT. C'était vraiment sympa. Et on a parlé de mindset aussi, le fait d'avoir un mindset positif, de tester de nouvelles expériences, d'aller facilement vers l'autre, faire des small talk comme on a fait là. Finalement, c'est vraiment pour lui une qualité vraiment américaine en fait. Et il m'a dit mais t'es un genre d'américain en fait, qui teste des choses, qui n'a pas peur d'aller oser rencontrer d'autres personnes. Et donc ça c'était vraiment sympa. La dernière personne dont je me souvienne, c'était une afro-américaine, très sympathique. Et donc il m'explique qu'elle a choisi d'habiter Harlem, parce que pour elle, Harlem c'était vraiment le symbole de la culture afro-américaine, c'est de là d'où tout est parti, etc. Mais elle se rend compte qu'au fur et à mesure des années, en fait, déjà, les loyers deviennent de plus en plus chers et ça se diversifie. En fait, il y a de plus en plus d'ethnies de couleurs de peau différentes. Et donc, quelque part, elle perd un petit peu ce repère qu'elle avait historiquement. Et donc, elle est un peu déboussolée. Elle se dit, mais en fait, non, c'est pas ça que je veux quand je vis à Harlem, quoi. Je veux vraiment me retrouver dans ses racines, dans sa culture. Voilà. Et elle n'a pas envie que son environnement autour d'elle change. Moi, je reviendrai aussi sur cette soirée en disant qu'au début, en arrivant, même si on avait été très bien accueillis et qu'on a quand même le contact social assez facile, on s'est regardé un peu parce que bon, la soirée avait commencé depuis un moment, donc les gens étaient déjà un peu en train de papoter les uns avec les autres. On s'est dit, mais comment on s'incruste dans les petits groupes et tout. Et en fait, oui... les gens étaient très ouverts. Je pense aussi que, je pense souvent à des gens qui me font la remarque en disant que voilà, quand tu as des facilités de sociabilisation, c'est toujours pratique. Et c'est vrai que c'est génial, quoi. Parce qu'au final, ça s'est fait assez naturellement. On s'est même séparés dans la soirée. Et pour en revenir à ce fameux David qu'on a rencontré, le chanteur un peu artiste, il y avait aussi une autre chose qui le marquait, c'était le prix de la bière, quoi.
disaient mais en France, pour boire une bière pour 2,50 € ou 3 €, c'est génial. Ici, c'est 8 dollars minimum pour 33 centilitres de bière. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'atouts. Et il nous a fait voilà, apprécier en fait d'où on venait, quoi. Donc c'était super bien, quoi. En tout cas, moi j'ai passé un super moment dans ce bar, avec cette communauté là, de très diverses. Ça nous a vraiment permis de nous connecter au tissu local. Et puis en rentrant, on s'est fait interpeller, entre guillemets, on s'est fait aborder par une des filles du groupe d'étudiants, et qui nous a prévenu qu'il y avait un étudiant en fait, qui était très mal en point. Et donc on a dû aller chercher de la glace, acheter de la glace au petit commerce juste en face de l'hôtel, pour mettre sur sa cheville, puisqu'il avait une cheville qui était un peu gonflée. Mais bon, au final, ça va, le lendemain, il a pu reprendre la marche, donc ça va, c'était passager, une difficulté passagère qui finit par bien se terminer. Et toi, Mauve, as-tu une anecdote à partager de ta journée d'hier, ou d'avant-hier, ou d'avant-avant-hier? Aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui? Si tu veux. J'ai perdu mon téléphone dans la salle de bain. Enfin, je l'ai oublié. Je l'ai oublié sur le lavabo. Et tu l'as pas vraiment perdu? Et il y avait des gens dans la salle de bain qui sont rentrés. Bah si, je l'avais perdu pendant, 15 minutes. C'est beaucoup. Oui, je comprends. D'accord. Quelque chose qui t'a marqué dans ta journée d'hier? Ma beauté. Ce qui l'a marqué, c'est sa beauté. Pas dire que c'est faux, hein. Mauve est une très jolie fille qui fait d'ailleurs du mannequinat, donc vous ne pouvez pas la voir, mais voilà, c'est une très jolie jeune femme. Mais bon, on s'attendait pas à cette réponse. On peut dire que Mauve s'aime, et c'est très important dans la vie de s'aimer et de se trouver beau. La vitesse à laquelle on est monté tout en haut de la tour. Ouais, c'est ça. L'ascenseur, il est trop rapide. J'ai failli péter les oreilles. De péter les oreilles. Bah oui, une expression, mais vous comprenez quoi. Ouais, non, bah j'en ai pas. Dans quel tour? Ah si, il y a un truc qui m'a choqué. Le prix de la tour. Ouais, on était à l'envers. 49 $ pour monter. C'était Monter, rester 10 minutes et descendre. Bon, Samuel, aurais-tu une anecdote à partager avec le podcast sur ton séjour? Tout séjour alors. Une anecdote. Bah hier, j'ai battu tout le monde au billard. Déjà ça, je suis fier de moi. Ah mais à 100%. Si, il y a des preuves. Ah si, il y a des vidéos, il y a de moi qui part en euphorie, tout ça, oui, si, il y a des preuves. Debout sur la table, c'est ça? Non vraiment, en plus je m'allongeais, j'étais là, je faisais des tirs de fou. Après une réelle anecdote. Bon, ça y est, nouvelle journée qui démarre. Nous sommes mardi, veille du départ. Donc aujourd'hui, programme bien chargé. On va de nouveau rejoindre notre guide Fred pour une découverte de Harlem. En fait, la sirène, c'est un bruit continu, enfin voilà, on le connaît. Mais là, c'est des petites saccades. On a l'impression que franchement, ils se font plaisir en fait. Quand ils passent devant les gens, toc toc toc, ils font des petites saccades comme ça. Est-ce que ça a une signification? C'est pas trop. Je me souviens plus s'il y avait un embouteillage et qu'ils voulaient forcer le passage. En fait, ça doit servir à ça, mais t'as vraiment l'impression qu'ils se font plaisir, quoi, à actionner leur sirène des fois. Ou alors c'est que c'est tellement fort qu'en fait c'est insupportable d'avoir le flux continu. Bah on sait pas, en fait. Mais bon, c'est marrant, quoi. Pourquoi pas la laisser de façon continue, effectivement. Parce que si nous on l'entend, eux doivent l'entendre encore plus. Bah plus souvent en tout cas, parce qu'ils sont dedans régulièrement. Nous on la voit passer une fois, mais eux c'est tout le temps, quoi. Harlem, ça me fait penser tout de suite en fait à Arnold et Willy. Donc communauté black, voilà. Et Harlem, c'est un quartier très représentatif de New York. Donc c'est au nord de Central Park, qui est divisé en 3 morceaux, on va dire. West Harlem, Central Harlem et East Harlem. East Harlem, on va pas y aller parce que c'est très... c'est beaucoup de logements, d'habitations, donc pas spécialement de choses à voir. A priori, beaucoup moins développé touristiquement et en train
appréhender une mutation sociale. Donc voilà, le guide nous dit qu'on ne se sentirait pas spécialement à l'aise de vouloir essayer de voir ce quartier. L'environnement n'est pas propice à du tourisme en fait. Socialement, intellectuellement, voilà, un peu tout. Donc il considère qu'on va pas avoir de choses à voir dans ce quartier-là, qui est pourtant en plein changement aussi, mais pas visuel actuellement en fait. Ils savent qu'il y a des choses à faire, qu'il faut aider la population là-bas, modifier les habitudes de vie, voilà. Mais c'est seulement en devenir, quoi. Donc nous on va se concentrer sur Central Harlem et sur West Harlem. Pour en finir avec East Harlem, il faut savoir qu'en fait la communauté, même si elle est black, en fait elle est souvent d'origine, par exemple Jamaïque, Caraïbes, etc. Donc en fait c'est un parler espagnol en fait là-bas. Et c'est donc une grande concentration hispanophone qu'on retrouve dans ce quartier-là. Ensuite, concernant Harlem même, les références qu'on peut avoir sur Harlem, quand on se recale sur le milieu de la musique, comme on a pu le faire sur Bushwick, etc., avec Notorious Big, qui était originaire de Brooklyn, pour Manhattan et notamment Harlem, le dieu vivant, c'est Arnaud Tupac, qui a été donc dans cette guerre et assassiné, etc., entre guerres de gangs, mais qui est très connu aussi comme rappeur américain. Premier arrêt dans cette visite d'Harlem, un pignon de maison, enfin un côté de maison, où une grande fresque est peinte, et Fred nous demande de nous regrouper, toujours en laissant un passage, devant cette fresque, et pour nous en expliquer un peu le contenu, ce qu'elle raconte et qui sont les personnages. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des parties peintes, on voit des bonhommes qui sont peints, qui se tiennent la main, qui font des actions, qui sont assis, qui sont debout, enfin voilà, des petits décors. C'est limite enfantin en fait, la façon dont ils sont peints. Mais les visages, c'est comme si vous aviez découpé des photos géantes, en fait, en noir et blanc, et que vous étiez venu mettre la tête, en fait, en haut du bonhomme. Voilà. Donc vous avez vraiment les visages, en fait, des gens en noir et blanc. En fait, toutes ces personnes, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont compté énormément pour Harlem, pour développer Harlem. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien fait pour les États-Unis, mais en tout cas, elles ont tous un lien avec Harlem. Donc on a Barack Obama, on a Tupac, bien entendu, on a aussi des personnes politiques qui ont agi pour mettre en place des lois en faveur du développement d'Harlem. Et alors pourquoi Barack Obama, en fait, il n'a pas vraiment fait d'action en faveur d'Harlem, c'est juste qu'il est allé à l'école la plus emblématique qui soit et qui se trouve dans Harlem, qui est Columbia University. Il y a un personnage historique qui est présent sur la fresque, alors forcément nous on ne connaît pas son visage. Il s'appelle Adam Clayton Powell, donc il était pasteur révérend. Et puis localement dans son quartier, etc., il s'est fait élire politiquement, il a monté tous les échelons. C'est quelqu'un de très important puisque c'est le premier black qui a été élu à la Chambre des représentants, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Il était tout seul comme black, donc c'est-à-dire qu'il était vachement mis à l'écart. Par exemple, il ne pouvait même pas manger avec les blancs en fait, à la cantine de la Chambre des représentants, il mangeait tout seul. C'est en 1944. En fait, c'est hyper important d'avoir eu ce premier personnage. C'était 10 ans avant Malcolm X, Martin Luther King, etc. Et il voulait vraiment faire changer les choses de l'intérieur par les lois et pas par une révolution externe ou une guérilla entre populations. Il voulait en fait faire avancer le système global de façon pacifiste en fait, et en proposant des choses pour faire passer des lois. Sa grande action, ça a été de faire promulguer une loi, il a quand même mis 20 ans pour la faire promulguer, qui interdit aux entreprises américaines de pratiquer la discrimination raciale. Enfin, ça semble aberrant, mais c'était la réalité. Et c'est cette personne en fait qui a fait évoluer ce système dans ce sens. C'était en 1964. Alors, ça n'a pas empêché les États-Unis de continuer à pratiquer le racisme, mais en tout cas, de façon légale, c'était devenu illégal de le faire, quoi. Voilà. Donc c'était quand même factuel. La loi était là pour défendre les personnes, même si, de toute façon, je pense que même encore aujourd'hui, il y a des pratiques racistes partout et
Et voilà, mais c'était très très grande avancée. Ça se rapporte en fait aux dates importantes des États-Unis dans la lutte contre ce racisme en fait. C'est 1865, la fin de la guerre de sécession. Donc c'est la guerre entre le nord et le sud. Et donc en fait dans le sud, ils pratiquaient l'esclavage, les champs de coton, etc. Ça on le sait. Et au nord, en fait, ils avaient décidé que c'était pas normal de pouvoir posséder quelqu'un comme on possède un bien. Et donc ils se sont fait la guerre comme ça. Et le Nord a gagné, donc l'esclavage était devenu en fait interdit. Il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Ce qu'il faut bien faire la différence, c'est que l'abolition de l'esclavage n'empêche pas le racisme. Même si en fait l'esclavage était interdit partout, par exemple dans le Sud, il y avait des lois qui étaient quand même faites pour dire on a le droit d'interdire par exemple l'accès à un cinéma aux personnes noires. Donc c'est pour ça que ça a quand même continué pendant très longtemps sur le XXe siècle. Jusqu'à l'arrivée justement de Powell et ensuite Martin Luther King et puis Malcolm X, cette discrimination qui était plus de l'esclavage mais qui était quand même une sorte de harcèlement moral et de racisme envers les personnes de couleur. Mais en fait elles avaient quand même cette liberté maintenant de dire ça ne me plaît pas, je m'en vais, alors qu'avant elles étaient en fait l'objet de blancs. Et elles étaient l'appartenance de personnes blanches. Elles ne pouvaient même pas décider de leur propre destin. Donc voilà, c'était vraiment une des premières dates très importantes dans l'évolution de la société américaine. En fait, la liberté qu'avait acquis en fait, le peuple noir par l'abolition de l'esclavage a fait qu'il y a eu une grosse immigration du sud vers le nord. Et que, en fait, comme c'était en pleine révolution industrielle, les villes qui se développaient beaucoup dans le nord du pays sont devenues en fait des villes avec une image de population très black, comme Chicago, New York. Il y avait une grosse proportion parce que ils ont fui en fait le sud qui, même si l'esclavage était aboli, pratiquait énormément de racisme et ils ont voulu prendre leur destin en main pour se développer par eux-mêmes et puis avoir une liberté de vivre plus importante. Alors les lois dans le sud qui ont été promues pour permettre quand même le racisme, donc l'interdiction dans les restaurants, dans les cinémas, etc. C'est Jim Crow, un sénateur, qui les a mis au point pour en fait donner une petite carotte aux blancs qui avaient perdu cette capacité à faire de l'esclavage et qui faisaient fonctionner leur économie comme ça avec de la main d'œuvre vraiment peu chère, voire gratuite, puisque c'était des esclaves. Et donc comme ils étaient dégoûtés d'avoir à remettre tout en cause dans leur économie, on leur a dit attendez c'est bon, vous pouvez plus utiliser les esclaves mais vous pouvez limite vous venger en leur interdisant d'avoir accès à ce que vous avez accès. Donc voilà, c'était un peu malsain mais ça a existé. Donc les lois de Jim Crow ont été en vigueur jusqu'à ce que Adam Clayton Powell arrive en fait en tant que sénateur. Et il a travaillé pour faire abolir ces lois qui existaient encore. Donc les années 50-60, c'est vraiment tout le détricotage de l'historique raciste des États-Unis par Adam Clayton Powell et la mise à mal, la mise au rebut des lois de Jim Crow qui étaient vraiment très populaires, qui étaient des références à l'époque. Et on commençait une nouvelle vie de population américaine, multi-ethnique, multicolore et plus positive. C'était le démarrage. Si ça vous intéresse, en fait, toute cette époque, il y a une série avec Forest Whitaker qui s'appelle Godfathers of Harlem et qui retrace un peu, en fait, à cette époque, Adam Clayton Powell. Ça met vraiment en lumière toute cette imbrication de tous ces personnages historiques très importants, Martin Luther King, Adam Clayton Powell, Malcolm X, l'évolution qu'il y a entre les personnages, pourquoi celui-là il a pris en fait de l'ampleur, que l'autre a eu cette histoire à côté. Ça permet de comprendre en fait l'histoire de l'évolution de la population black aux États-Unis. On arrive au restaurant le Sylvia's. Alors le restaurant le Sylvia's, c'est un restaurant hyper connu, puisqu'en fait c'est le point de rencontre de toutes les personnalités dont on a parlé juste avant, qui ont fait ce que Harlem est devenu aujourd'hui. C'est là que tout le gratin, je dirais tous les Malcolm X, etc., ils venaient. Et donc aujourd'hui, c'est toujours un restaurant qui existe.
C'est un restaurant qu'on pourrait appeler de terroir. Hein. Oui, il y a des terroirs dans la gastronomie américaine. Donc tout ce qui concerne la nourriture du sud. Donc c'est à base de sucré salé, de crevettes frites, ananas, c'est de la soul food avec du sirop d'érable. Voilà, ils n'ont pas peur de mélanger les genres. Ça, c'est hyper typique. Et donc c'est là où tous les politiques venaient, les stars, etc. Et donc une fois que cet endroit était connu, je dirais toutes les célébrités aujourd'hui continuent d'y aller en fait. Hein, les Beyoncé, Shaquille O'Neal, pour ça reste un repère très connu pour être dans les traces de ceux qui ont fait avancer le mouvement black. Il faut savoir que le Sylvia's, ça a été ouvert en 1962. C'est quand même pas récent. Et il faut savoir que, comme nous l'avait dit Audrey, hein, dans les années 80-90, voire 97, Harlem, il fallait pas y aller, surtout si c'était blanc, alors là c'était dangereux en fait. Et même les façades des bâtiments étaient écroulées, c'était vraiment comme un endroit où... C'est comme si un endroit où il y avait eu la guerre, quoi. Donc c'est vraiment un restaurant emblématique qui a traversé toutes ces époques-là, qui est finalement la mémoire du quartier. Alors Rémi, est-ce que tu peux dire au podcast quel est l'endroit où tu as fait les plus belles photos? C'est compliqué. Je dirais plutôt à l'observatoire du One Trade Center. Parce que on voit toute la ville de toute façon. Donc, j'ai pu bien photographier l'Empire et la Statue de la Liberté aussi. Et on arrive dans une rue, une belle rue, Plantée avec des beaux arbres et des superbes maisons, qui s'appelle Astor Row. En fait, c'est le nom de la 130e rue dans le quartier d'Harlem, entre la 5e avenue et la Lenox Avenue. Elle porte son nom est dû en fait à la dynastie Astor, Monsieur Astor, qui est quelqu'un d'hyper important, puisque c'est une dynastie qui a fait fortune dans l'immobilier. En fait, ils ont acheté des terrains sur Harlem, du temps où ce n'était que des champs et des marécages, puisque Central Park n'existait pas, c'était à l'époque de la New Amsterdam, où ça avait commencé à s'étendre au-dessus de Soho. Et donc au-dessus, il n'y avait rien, quoi. Sauf que lui a fait le pari que cette petite ville-là allait devenir puissante, allait devenir riche économiquement, allait se développer à fond. Et donc il a acheté des parcelles très très loin. Et en fait, c'est toute une dynastie parce que fils, petit-fils, ça va jusqu'à Astor le 4e, on fait comme ça mania de l'immobilier. Et donc on construit en fait le premier quartier d'Harlem en fait. Et peut-être que d'ailleurs le nom de Astor vous parle, c'est un nom qui revient dans Titanic par exemple. Astor, donc la dernière génération, Monsieur Astor, était à bord du Titanic et a coulé avec le navire. Il était donc parmi les personnes de première classe, très haut placées, qui avaient l'honneur de voyager sur ce paquebot insubmersible. Et c'est comme ça que la dynastie des Astor s'est globalement éteinte, puisque le dernier Astor a disparu avec le naufrage. Aujourd'hui, on peut trouver d'autres symboles qui font penser à cette famille. Il y a un hôtel qui s'appelle le World of Astoria. Il y a même une station de métro qui s'appelle Astor Place. Pour en revenir à donc, cette rue Astor Row, on voit des maisons qui sont très charmantes. C'est des maisons toutes mitoyennes. Et donc elles ont été construites dans les années 1840, là, 1860, donc quand New York, comme j'ai dit, n'était pas encore jusque-là. Et donc c'était censé être des maisons de province, pour que les New-Yorkais du Sud, là, puissent venir avoir un week-end de détente, etc. Et donc du coup, même si elles sont mitoyennes, elles ont un petit jardinet devant, avec la petite clôture, le petit portillon. Il y a un porche en bois, alors que déjà à cette époque, on vous avait expliqué que c'était interdit de construire en bois à cause des incendies. Mais eux, ils étaient en dehors de New York, donc ils avaient encore le droit de construire en bois. Et elles ont un jardin aussi à l'arrière, donc c'était un confort inestimable de venir dans sa petite maison d'Astor, quand on était plutôt en ville, sur la partie sud. Alors que maintenant, ces maisons, finalement, sont une rue parmi d'autres, puisque c'est la 130e, et c'est en pleine ville, quoi. Donc c'est des très jolies petites maisons, enfin petites, c'est pas si petit que ça, mais voilà,
C'est un peu le look Pierre Brune de Soho, mais sauf que vous avez ce petit jardinet, cette petite terrasse avant avec la petite toiture. Et voilà, ça me donne envie de me dire qu'il va y avoir un siège à bascule là, sur le petit perron, un peu comme dans le sud en fait, il devait avoir, dans certaines maisons américaines que vous voyez dans les émissions de déco ou dans les films. Et la rue est très arborée, donc c'est très très agréable, je trouve, comme emplacement. Les gens font très attention à leur devanture et à l'esthétique. Donc en résumé, Harlem, hein, à cette époque, c'était une province très chic, beaucoup plus chic que New York, parce qu'en fait, New York, il n'y avait pas d'assainissement, il y avait même des cochons dans les rues qui mangeaient les déchets, enfin, c'était vraiment un autre monde. Et donc voilà, Harlem, c'était vraiment la haute bourgeoisie, à la peau blanche, hein, voilà, qui habitait. Et pourquoi Harlem? Pourquoi ce nom en fait? Je pose la question, pourquoi ça s'appelle Harlem? Eh bien, à l'image de Nouvelle-Amsterdam en fait, hein, Harlem c'est une ville qu'on retrouve actuellement aux Pays-Bas. C'est vraiment un hommage aux origines, aux sources de New York. De même, je dirais Nouvelle-Orléans, hein, c'est bien un hommage à la ville d'Orléans en France. Donc il y a cette connexion à l'autre bout de la Terre qui est intéressante. On continue notre visite dans Harlem. Et on s'arrête devant je ne peux pas dire une maison, en tout cas ça ressemble à une église, mais on voit pas il n'y a pas de signe religieux, donc ça pose quand même question. Donc il y a 2-3 marches devant, donc ça fait un immense bâtiment, ouais, c'est très intriguant. Et donc Fred, notre guide, nous explique que effectivement son histoire est un petit peu spéciale. C'est une église qui date de la fin du 19e siècle. Et en fait, elle s'est écroulée dans les années 80, puisqu'on est toujours dans ce contexte où je dirais le quartier était très difficile, il y avait beaucoup de choses qui étaient dégradées, jusqu'en 2005, où là, la ville va mieux, et donc il y a un promoteur qui s'engage à restaurer en fait ce bâtiment, en gros à garder la façade, et puis derrière à construire un bâtiment solide. Et malheureusement, 3 ans plus tard, en 2008, avec la crise des subprimes, le promoteur fait faillite. Et donc il a fallu attendre 2011 avec un artiste suisse qui s'appelle Hugo Rondino. Et donc lui, en fait, il s'est vraiment engagé à fabriquer un nouveau bâtiment pour y faire des appartements et préserver en fait l'essence même de cette église qui est la façade. Donc aujourd'hui, on a finalement un immeuble d'habitation mais qui ressemble à une église. Là, on fait un bond dans le temps, on est dans les années 20. Les années 20, c'est les années folles. Hein. Vraiment, on a toute une libération de la population, on a les femmes qui ont raccourci leurs pantalons, on a vraiment tout un développement très, très expansif. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez prenant, c'est il y a des mafias qui organisent des soirées, qui organisent des rencontres dans des bars. Et en fait, il y a une musique qui se développe à ce moment-là, c'est le jazz. Et pour que ce soit plus discret, ils ne se réunissent pas à New York, ils vont vraiment investir Harlem, puisque c'est plus éloigné. Et en fait, on est dans un contexte, comme on l'a dit tout à l'heure, où il y a vraiment une fracture au niveau États-Unis entre le nord et le sud. Où on a donc le nord des personnes qui sont plutôt ouvertes à des populations black, alors qu'au sud, là, c'est complètement l'inverse. C'était horrible en fait, il y avait même des attentats, des tueries qui étaient organisées, des pendaisons qui étaient organisées, enfin voilà, c'était vraiment un truc de malade, un massacre, clairement. Et d'ailleurs, par exemple, en 1939, Billie Holiday, qui est quand même une chanteuse hyper connue, une chanteuse black américaine, elle dénonce un peu tout ce qui se passait, et elle osait chanter dans les cafés society, comme on les appelait à New York, et elle a chanté la chanson Strange Fruit, en fait, qui relate le racisme aux États-Unis, le lynchage que subissaient les Afro-Américains, qui avait atteint un pic dans le sud, puisqu'en fait on pendait les gens aux arbres, et donc Strange Fruit, c'est un fruit bizarre dans un arbre, c'était une personne en fait, personne morte pendue quoi. Et en fait elle chantait, c'est un peu comme ça qu'il y a le blues, voilà, cette mélancolie, ce désarroi de voir ça
de constater ça concernant ses frères et sœurs de couleur, quoi. Et donc de plus en plus, en fait, les populations afro-américaines qui étaient en sud du pays entendaient parler finalement de stars black qui se présentaient dans des salles de concert avec que des blancs. Ça se passait à Harlem, dans le nord du pays. Et donc au début, ils y croyaient pas. Ils disaient non, mais c'est pas possible, c'est une légende, il faut qu'on aille voir, en fait. Et donc de plus en plus, en fait, ça a créé une attirance vers Harlem de la part de populations afro-américaines du sud du pays. Et donc c'est comme ça qu'en fait, il y a eu une transition au niveau de la population d'Harlem, avec de plus en plus de personnes afro-américaines. Et donc de plus en plus, en fait, on voit donc des talents dans le jazz qui se développent, et donc qui sont black, et qui se représentent dans des salles où il y a uniquement en fait, des personnes à peau blanche. Donc ça peut paraître bizarre de se dire comment ça se fait que à l'époque les personnes osent venir voir en fait quelqu'un qui est black, et à l'inverse, comment ça se fait que ces salles qui sont du coup interdites aux personnes de couleur noire, donnent envie à des personnes à des blacks en fait de se présenter sur scène. En gros, si vous êtes payé à montrer votre talent à qui que ce soit, vous venez en fait. Voilà. Peu importe si au final vous ne pourriez pas venir en tant que touriste, en tant que participant. Voilà, c'est quand même une configuration où on vous rémunère, il y a plein de gens dans la salle qui vous rémunèrent, et donc quelque part, vous en tant que black, vous êtes fier de montrer votre talent, vous êtes même fier d'emmener avec vous toute une équipe, une troupe, voilà. Toute cette période dorée des années 20, ici dans Harlem, elle porte un nom. On appelle ça la Harlem Renaissance. Évidemment, nous qui arrivons et qui voulons faire de la musique, on ne va pas remplir Gisèle Cotton Club tout de suite, donc on va s'entraîner dans tout un tas de petits clubs, de petites caves. Tout est prétexte pour jouer de la musique, pour essayer, tu vois, de créer un truc, et à un moment d'arriver à remplir des salles un peu plus importantes. Ça veut dire qu'il y a autour de nous, ça transpire le jazz, ça transpire la musique de partout. J'ai appris, on n'habite pas très loin avec Audrey, avec ma femme. En face chez moi, le carrefour qui est en face, t'avais Dizzy Gillespie, un trompettiste jazz hyper connu, qui en fait le dimanche s'entraînait là, il se mettait au piano aussi de temps en temps, qui voulait, venait, et puis lui il faisait ses trucs, il répétait ses gammes, il faisait ses trucs, et puis les autres venaient, et puis vous improvisez pendant que moi je fais mon truc, et vous me suivez ou vous me suivez pas. T'imagines les ambiances, t'imagines tout autour de nous, et la prod de jazz des années 20 est énorme. Hein. Les années 20, pour ça, c'était quand même fou, parce que ça a permis à toute la société, enfin un nouveau système de société dont faisait partie, qui était mené par les blacks, de se développer. En fait, il y avait une star, voilà, on se disait mais c'est fou, les blancs viennent, payent, vont au Cotton Club pour applaudir Armstrong qui chante, c'est une star le gars, moi je veux aller le voir parce que il va m'aider, il va me faire être son cuisinier, son chauffeur, son tailleur. Voilà, il y a des journalistes qui vont écrire des articles. Ces journalistes, ils vont être noirs, quoi. Enfin, voilà, c'est normal. Et donc, en fait, tout un système parallèle, en fait, identique à celui des blancs, en fait. Il se crée toute une société où la population black remplit des postes dans différents métiers, ce qui était impensable avant, quoi. Et tout ça dans un respect, parce qu'en fait ça partait au milieu de la culture et de la musique, etc. au départ. C'était quelque chose de plutôt positif, en fait. C'était pas clivant, ça, la musique, etc. Donc c'était quelque chose de positif, et ça s'est super bien développé dans ces périodes-là. Donc c'était vraiment l'euphorie, en fait. C'était Black is Beautiful, il y avait de l'argent, ça faisait la fête, la musique, les clubs de jazz et tout. La période Joséphine Baker, en fait, on voit les films en noir et blanc ou les images, tu voyais les sourires sur les gens, tu avais l'impression que c'était, que les gens vivaient en paix, il n'y avait pas de racisme et tout, ce qui était complètement différent dans le Sud. Hein. Dans le Sud, on restait bien ancré dans les restes d'esclavagisme qu'on avait envie de garder. Et pour autant, Harlem, qui était en pleine puissance, en pleine explosion, a finalement implosé en vol, parce que en 1929, c'est la Grande Dépression, et là c'est la chute totale, il n'y a plus d'argent, c'est la catastrophe, Harlem devient très pauvre,
les gens n'ont plus d'argent pour faire la fête, donc personne ne vient plus voir les artistes. À cette époque-là, même, c'est des bidonvilles dans Central Park, hein, donc voilà, ça devient vraiment au fur et à mesure, ça se transforme en ghetto. Et comme on en a parlé tout à l'heure, dans les années, à partir des années 40 jusqu'à 60, etc., Adam Clayton Powell, il a fait en sorte de pouvoir faire évoluer tout ça, mais ça n'a pas été suffisant pour sortir Harlem de cette ghettoisation. Et donc la pauvreté s'est installée durablement sur la période deuxième moitié du XXe siècle. On vous a parlé d'Adam Clayton Powell, on a eu aussi Martin Luther King qui a eu un grand rôle. Et en fait, lui, son déclic, puisqu'il était pasteur dans une petite communauté, en fait, il a eu un déclic un jour, il y a quelque chose qui l'a rendu hors de lui, c'est l'affaire Rosa Parks. Rosa Parks en 1955, donc on est dans cette période où ça va plus, voilà, c'est plus terrible, mais en même temps, l'affaire Rosa Parks, ça se passe plutôt dans le sud, et avec une grande partie de racisme encore. Elle rentrait du travail à 42 ans, elle a pris le bus, et en fait, elle s'est assise sur une place qui était, avec les fameuses lois de racistes là, réservée à un blanc. Donc elle n'a pas voulu laisser sa place qu'elle avait prise quand une personne blanche s'est présentée. Et donc elle a eu une amende de $15, enfin bref. Et en fait, Martin Luther King, ça lui a fait un déclic, quoi. Il a dit non, faut arrêter avec toutes ces conneries là, c'est pas possible, la fille elle a le droit quand même de s'asseoir dans un bus, bordel. Donc c'est de là qu'est parti tout le mouvement avec Martin Luther King. Martin Luther King, il était vraiment dans une approche pareille, pacifiste, en fait, de vouloir faire évoluer les choses. Donc, I Have a Dream, etc., c'était pacifiste. Son successeur, entre guillemets, historique, Malcolm X, lui, c'est un peu différent, parce que il est arrivé dans les années 40 sur New York, et c'était vraiment un voyou, un bandit, il commettait des délits, la drogue, etc., il voulait des belles voitures, enfin voilà, c'est vraiment un délinquant. Il a été emprisonné. En fait, en prison, il n'y avait que des blacks, quoi. Et il est tombé sur un gars qui lui a dit « Tu te rends bien compte que la société est contre nous ?» Et en fait, il l'a un peu endoctriné pour lui... En fait, il a senti en lui certainement cette possible étincelle de meneur, en fait. Il lui a dit « Écoute, c'est bien simple, quand tu vas sortir, puisqu'il en avait pris pour 7 ans, quand tu vas sortir, tu vas te convertir à l'islam et tu vas aller t'enrôler dans une association extrémiste. Bon, il n'a pas dit comme ça, mais en fait cette association était extrémiste, au rassemblement Nation of Islam. Et donc elle était très surveillée, a priori à l'époque. Malcolm X est tombé en fait sur une grosse bavure en quelque sorte, puisque il y a 2 personnes membres, donc 2 blacks membres de cette association, qui un jour se sont fait tabasser par les flics. Et en fait, les flics ont été lavés de toute culpabilité. Ils n'avaient aucun problème, il ne s'est rien passé pour eux après avoir passé à tabac ces 2 membres de l'association. Et là, Malcolm X s'est révolté en disant on ne peut pas laisser passer ça. Et lui, il a vraiment pris en main une démarche qui était plus d'opposition à la communauté blanche. Donc c'était pas on va évoluer ensemble pour le meilleur, c'était les blancs sont volontairement pas bons pour nous, puisqu'en fait, si vous voulez faire un pas vers eux, si vous acceptez quelque chose de eux, le blanc est toujours quelqu'un d'intéressé. Donc il a un intérêt dans tout. Donc si vous acceptez quelque chose, ça veut dire que vous lui êtes redevable, et donc vous lui êtes soumis quelque part. Et lui, il avait dit, il faut scinder ça, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, mais on sépare, on ne s'entend pas, donc c'est comme ça, quoi. Et on va battre pour nos droits, mais on est vraiment des gens séparés. Pour autant, Malcolm X, il va avoir un destin malheureux, puisque il va mourir dans une situation un peu dingue. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quelle occasion, quoi, pourquoi ça s'est passé ? Malcolm X, il était de religion de l'islam, et donc un jour il part faire le pèlerinage à la Mecque, et il se rend compte que quelque part sa théorie de dire on peut pas travailler ensemble, on peut pas vivre ensemble avec les populations blanches, c'est faux, parce que là-bas en fait tout le monde est mélangé quelque part, et ça se passe très bien. En gros, il revient au pays en se disant, en reniant toute la théorie, tout le discours qu'il avait jusqu'à maintenant, en disant mais je me suis trompé, en fait, j'ai déconné, voilà, c'est quelque part, on doit penser autrement. Et donc, en faisant ça, quelque part, il va décevoir toutes les personnes qui le suivaient, parce que du jour au lendemain, quelque part, il retourne sa veste, et donc c'est à cause de ça que 2 membres de Nation of Islam vont le tuer en 1965. En fait,
Alors, en échangeant avec Fred, notre guide, j'apprends des choses qui me surprennent. Par exemple, il nous dit que les Afro-Américains n'ont pas soutenu en majorité Barack Obama parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'identifier à lui, lui qui se présentait en tant que futur élu de tous les Américains et pas uniquement de la population afro-américaine. Et en plus, comme il est avocat de Chicago, voilà, il y a potentiellement différents niveaux sociaux dans la population. Il y a des personnes afro-américaines qui ne supportaient pas Barack Obama, alors que, à l'inverse, Trump, lui, quand il a été élu, il a dit moi je suis élu que pour ceux qui m'ont soutenu en fait. Donc c'est vraiment un clivage très important qui sont créés. Et là en fait, au détour d'une rue, on arrive sur deux églises. Il y a deux églises côte à côte. Et il y en a une qui nous surprend parce qu'en fait il y a un panneau d'affichage. En gros, c'est une église qui communique énormément. En gros, c'est une église sur laquelle il y a toujours un panneau qui explique un peu la pensée du jour, la pensée du moment. Donc voilà, c'est très bizarre. Là, par exemple, pendant en fait, les élections de Barack Obama, il était indiqué que cette église n'était pas associée à celle d'à côté. En gros, ils expriment leur indépendance, leur non-soutien à Barack Obama à l'époque. Donc voilà, c'est très, très, très particulier. Pendant l'invasion de l'Ukraine par les Russes, il y avait un nouveau panneau sur cette église. Il était indiqué qu'il comparait l'arrivée des populations blanches dans Harlem avec l'invasion de l'Ukraine par les Russes, quoi. C'est vraiment très violent comme propos, mais ils ont vraiment ce côté d'expression libre dans la rue finalement, puisqu'on voit le panneau sur l'église. Là, en ce moment, donc le message sur l'église indique qu'il y a une action en justice qui est menée par le pasteur contre le maire de la commune. Et donc cette action en justice, elle vise à développer les actions en faveur de la population afro-américaine. Ils jugent que le maire n'en fait pas assez. Et ils ont peur que toute leur histoire disparaisse avec le fait que la population se renouvelle, qu'il y ait de plus en plus de personnes avec d'autres couleurs de peau. Ils se disent il est grand temps de faire quelque chose, on n'en peut plus quoi. C'est vraiment perturbant en fait ces messages pour moi, parce qu'en France on a quand même la séparation de l'église et de l'État, même si c'est l'État qui doit entretenir les églises, mais en fait les flux de pensée sont complètement séparés en fait. Les gens d'église et les lieux de culte, en tout cas ceux que je connais, ne sont pas le siège de débats politiques. C'est très différent en fait, c'est assez troublant. Donc là on passe devant un nouveau bâtiment, c'est un building d'aspect pierre blanche qui fait à peu près 12 étages de haut, très impressionnant, il est au milieu d'un carrefour. Et tout en haut, on a des balustrades en fer qui font le tour de l'immeuble, vraiment sur le dernier étage. Ça s'appelle l'hôtel Teresa ou Teresa Tower. Et en fait, il faut savoir que historiquement, c'était donc un bâtiment très célèbre dans ce quartier, qui a fermé au moment de la chute de Harlem, après l'Harlem Renaissance. C'est même l'endroit où il y a eu une tentative d'assassinat de Martin Luther King. Bon, après, depuis, il y a plusieurs célébrités qui ont dormi dans cet hôtel. Il y a eu notamment Hendrix, Mohamed Ali, Malcolm X, bien entendu. Donc voilà, c'était vraiment un des endroits phares à l'époque. Ensuite, la crise de 70 s'est passée par là, c'est tombé en ruine. Voilà, donc, au milieu des années 80, le bâtiment était classé pour éviter qu'il soit rasé. Et depuis les années 90, en fait, ça a été rénové. Et aujourd'hui, en fait, ce sont des bureaux. C'est assez impressionnant en fait les connaissances de Fred. Enfin, on voit qu'il est très très pertinent sur l'histoire du quartier, même sur hier quand on était dans Manhattan, sur l'histoire globale de New York. Mais du coup, c'est tellement une foule d'informations qu'on reçoit comme ça, et puis dès qu'on tourne la rue, un bout de rue, il y a une autre information à voir. Il faut arriver à se repérer dans le temps parce qu'en fait, les dates sont importantes en fait dans l'évolution d'Harlem. Que on est parfois un peu perdu. Alors bon, on espère qu'on arrive à vous retranscrire le mieux possible ce qu'on a appris, parce qu'on trouve que c'est tellement intéressant. Et moi, j'ai vraiment vu les films, j'ai lu les histoires, voilà, les films, les séries. Mais en fait, je me rends compte que cette visite, elle me permet de poser les choses et de comprendre la chronologie en fait. Voilà, même si là ça peut paraître peut-être décousu, mais en fait ça me permet bien de visualiser l'échelle du temps et les personnages importants. Donc on espère qu'on peut vous retranscrire la même chose.
Donc là, on passe devant un magasin Lidl. C'est très surprenant, mais Fred nous explique que c'est une enseigne européenne qui s'implante à New York. Alors lui, ça lui fait plaisir parce qu'en fait, il trouve des marques, des repères qui existent en France. Et il nous a cité aussi une autre enseigne d'alimentation qui s'appelle Trader Joe. Alors moi, ça me parle bien. Encore une fois, je vais vous parler de crypto. En fait, Trader Joe, c'est une plateforme d'achat et revente de crypto. Alors, je trouvais ça marrant parce qu'en fait, du coup, je comprends comment les personnes qui ont créé cette plateforme ont trouvé le nom. Et nous voici arrivés, mesdames, messieurs, devant le lieu emblématique pour moi de Harlem, l'Apollo Theater. Donc vous voyez un peu cette petite toiture qui dépasse avec les petites ampoules rondes qui font de la lumière, et puis le Apollo écrit en vertical, les lettres là, les grandes lettres. Et au sol, vous êtes sur le Hollywood Boulevard, juste sur l'emprise de l'Apollo, c'est-à-dire que vous avez les étoiles ou les plaques qui commémorent en fait le passage de personnalités dans ce théâtre, dans cette salle. La plaque emblématique, c'est celle d'Aretha Franklin, puisque Aretha Franklin, elle est venue ici très jeune en fait, elle était adolescente, elle chantait dans des gospels, et elle avait participé à la nouvelle star ou incroyable talent de l'époque, c'était l'Amateur Night, et elle était arrivée en finale, et elle s'était dit bon je vais danser quoi, parce qu'elle aimait danser. Sauf que la fille qui passait juste avant elle, elle a décidé de danser aussi, et la nana était hyper puissante, donc standing ovation, super bien, enfin voilà. Et donc là elle s'est dit mais si je danse juste après en fait, pour me juger ça va pas être facile vu que je passe après une fille super douée. Donc elle a dit tant pis, il faut que je chante quoi. Sauf qu'elle s'est vautrée et elle était un peu dégoûtée. Maintenant le jury s'est dit bon, elle est arrivée là, elle est pas arrivée là par hasard, ils étaient encore assez souples peut-être à ce moment-là, mais en gros ils lui ont laissé une deuxième chance. Et elle a remporté en fait le trophée de l'Amateur Night, et c'est comme ça que sa carrière après s'est lancée quoi. Et il y a quoi comme autre plaque hyper connue pour le grand public sur ce parterre? Michael Jackson. Michael Jackson parce qu'il est venu là quand il était connu? Non, en fait, il n'était pas tout seul. À l'époque, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Jackson and the Family. Avec ses frères. C'était pas les Jackson 5? Avant, il s'appelait Jackson 5, il s'appelait Jackson and the Family. Ah, et donc du coup, en fait, Jackson and the Family a participé au concours. Ils ont été repérés par un producteur de la Motown qui leur a dit bon, les gars, vous chantez super bien, vous avez du talent, mais bon, Jackson and the Family, ça va pas le faire. Donc moi, je vous conseille, on va vous appeler les Jackson 5, et c'est de là que tout est parti. Il y a d'autres noms super célèbres, hein. On a Quincy Jones, Armstrong, Mary J. Blige, Lionel Richie, Prince, qui sont tous passés par là. Et encore aujourd'hui, il y a en fait ce télécrochet un peu, cette compétition qui se passe, ça se passe de février à octobre, tous les mercredis je crois. La salle en fait derrière, c'est comme un théâtre chez nous, fauteuil en velours, plusieurs étages, les balcons, etc. Un peu effet baroque. Il y a une ambiance de fou avec un animateur de salle. Voilà, il y a un slogan, hein. Le slogan c'est Be Good or Be Gone, c'est-à-dire sois bon ou dégage, donc c'est radical en fait chez eux, hein. Voilà, c'est un peu sur le ton de l'humour je pense, parce que les Américains ils aiment bien mettre ça dans leur show, c'est très incisif en fait, mais en gros voilà, c'est le show dans lequel il faut apparaître si on veut percer en fait, parce que tous ceux qui sont passés là ont fait une carrière de dingue. Lola, quel est ton meilleur moment pour le podcast Mon meilleur moment, que tu as vécu jusqu'à maintenant? alors moi je dirais quand on a fait la friperie, ça c'était super cool. Et le quartier hipster, c'était incroyable. Et puis aussi à l'hôtel, on s'est fait plein de potes, des Français marseillais. Ok. Et du coup on joue au billard avec eux tous les soirs et tout. Donc c'est super cool. Petit à petit, on se déplace de plus en plus vers l'ouest. À un croisement de rue, en fait vraiment un triangle, il y a un hôtel de police, New York Police District. Et juste à côté, il y a un petit square qui fait vraiment le triangle entre la Saint-Nicolas Avenue et puis la 123e et une autre rue. Et il y a une statue assez impressionnante, qui est assez grande. Elle est à moitié en bronze et en granit un peu vert, là, un granit chinois. Et autour d'elle, les petites plantes qui sont plantées, c'est assez étrange, c'est en fait du coton, parce qu'on voit vraiment les fleurs de coton. Donc on comprend très vite, parce que la statue est une statue de femme noire, que c'est encore en fait
une symbolique par rapport à l'esclavage. Et est-ce que tu peux nous dire, Arnaud, qui est cette femme ? C'est Harriet Tubman. Donc, elle a été connue au 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage. Elle vivait dans le sud du pays et elle s'est donnée comme mission d'aller aider en fait, des esclaves à sortir de la zone sud, donc, qui était très problématique, pour aller vers la liberté, c'est-à-dire le Grand Nord, le nord du pays. Et donc elle a fait 19 allers-retours pour aller chercher des personnes et sortir de cette zone-là. Alors comment elle a fait ? Bon, c'était très très dangereux de faire ça. C'était vraiment de manière clandestine qu'elle faisait ça. Et donc elle a emprunté des marécages, des chemins en fait très dangereux. Ces chemins, on les appelait les Railroad Underground. Donc en fait, c'était les chemins de fer clandestins qui traversaient du coup tout ce paysage un peu de mangrove. Et d'ailleurs sur la statue, en fait, on voit sur sa robe plein de visages en fait d'esclaves qu'elle a sauvés. Il y a des traces de chaînes comme des menottes mais anciennes en métal qui sont gravées en fait dans sa robe. Il y a des bouteilles, des couteaux, des cadenas, enfin voilà, des choses un peu, et des pas aussi pour montrer que elle a marché pendant très très longtemps pour aller chercher tous ces gens. Et derrière elle suivent un peu comme des chaînes, mais c'est des chaînes qui sont représentées par des racines de mangrove en fait, pour justement encore faire la symbolique par rapport au terrain qu'elle a traversé. Voilà. Après il y a eu une petite polémique par rapport à son installation. Son objectif c'était de rallier le nord en partant du sud. Et malheureusement, la statue est orientée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, les chaînes sont au nord et son visage, on va dire, son buste est orienté vers le sud. Et en fait, il y a une association locale qui a essayé de porter plainte en se disant mais c'est aberrant, c'est pas normal, etc. Bon, après, en termes de luminosité, il s'avère que c'était le mieux qui soit. Puis au moins, elle regarde en fait vers la rue qui part vers le sud de Manhattan. Alors que si elle avait été tournée dans l'autre sens, qui était effectivement le sens logique, là, elle serait en train de regarder l'hôtel de police. Finalement, si on se pose pas trop de questions sur la Rose des Vents, c'est pas trop grave, c'est à la limite mieux qu'elle soit exposée face au Carrefour. Voilà. Et cette dame, elle a quand même donc du coup, elle a commencé à faire ça, je crois, dans les années 1850, et je crois qu'elle est morte à 91 ans. Donc début 20e, donc elle a quand même traversé presque un siècle quasiment, en ayant connu l'évolution, une grosse évolution, et en ayant commis des actes héroïques. D'ailleurs, elle a reçu les honneurs semi-militaires, étant donné qu'elle était civile, donc c'est vraiment une preuve de la reconnaissance des actions qu'elle a faites. Donc souvenez-vous de cette femme, Harriet Tubman. Elle était présente sur la fresque que nous avons commentée tout à l'heure. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, il y a des films et des séries, comme d'habitude, avec l'histoire qui existent pour se replonger un peu dans cette période. Il y a un film qui s'appelle Harriet d'ailleurs, il y a une série qui a priori s'appelle Railroad Underground. Et puis d'ailleurs, on est aussi curieux de savoir, quand on vous parle de personnages comme ça, est-ce que pendant que vous écoutez ce podcast, vous allez voir un peu sur votre téléphone ou sur internet en tapant le nom Harriet Tubman par exemple, à quoi peut ressembler la statue. Ça nous intrigue un petit peu de savoir là on vous parle dans cet épisode beaucoup de personnages et vous avez peut-être besoin de perdre du coup une image comme Malcolm X avec ses lunettes, Martin Luther King, c'est un visage qu'on voit souvent avec le discours qu'il a fait. Et puis Monsieur Powell aussi, savoir à quoi il pouvait ressembler. Il faut savoir que les Américains, même si c'est leur histoire donc ils l'ont appris, auraient pu avoir au quotidien près d'eux l'image de Harriet, puisque du temps d'Obama, il avait été prévu de changer l'effigie de la personnalité présente sur les billets de $20 pour mettre justement Harriet à la place de Andrew Jackson, qui était le 7e président des États-Unis. Et en fait, comme Trump est passé derrière, ça s'est pas fait. Il faut savoir que c'est quand même un peu un comble, quoi, finalement, parce que Andrew Jackson, qui était le 7e président des États-Unis, lui, il était propriétaire d'esclaves. Donc je pense que c'était une grosse symbolique encore de faire ce changement. Mais Trump a jugé que c'était pas très important, donc voilà, pas très utile de le faire. Donc c'en est resté là. Mais peut-être que ça évoluera un jour et qu'on verra Harriet arriver sur les billets de $20 ou autres d'ailleurs. Bon, il est 11h20 et que je sois aux États-Unis ou en France, moi dès 11h j'ai faim.
Et bon, c'est vrai que je me suis nourri depuis ce matin d'éléments historiques, personnages, etc. C'est bien, mais à un moment donné, ça serait peut-être bien, Fred, que tu nous donnes quelques tuyaux, là, quelque chose de consistant pour notre estomac. Là, on a quoi? Là, vous allez écouter les meilleurs cookies de la ville. Ah, c'est tout? Il n'y a pas de réaction. Vous êtes blasés, voir. Ça sent la fin du séjour, vous êtes américanisés. Trop épais, mi-cuit, fondant. Oh là là. Ah, tu vends du rêve. Café ou un thé. Alors attention, parlons bien. Quand tu as commencé, tu peux pas t'arrêter de le manger. Alors c'est impossible. Et là, tu manges, tu n'as plus fait un midi. Ah là là, cette tuerie dans la vitrine. Toute petite boutique. C'est comme si vous rentriez dans une toute petite boulangerie où il n'y a même pas de place parce que le comptoir est juste devant avec les présentations. Donc l'image de la boutique, c'est bleu et blanc. Hein. C'est les cookies Levain, L-E-V-A-I-N. Il y a plusieurs boutiques à New York. Et là, pareil, quoi. Je sais même pas comment vous décrire les cookies que je vois, mais ils sont vraiment... c'est limite des rochers. Ça sent hyper bon. Une odeur chaude. En plus, il fait pas très chaud aujourd'hui. Et on a eu des courants d'air froid. Il y a des moments où, pendant la visite, on avait envie de trouver un abri parce qu'il y avait un vent un peu froid. Et là, tu rentres, et cette petite boutique avec le labo et les pâtissiers derrière qui sont en train de faire la recette et tout. Et t'es trop bien, t'aimerais juste en fait que ça fasse aussi salon de thé parce que t'aimerais bien te poser, mais en fait tu peux pas parce que c'est tout petit. Tu peux acheter soit un cookie à l'unité ou prendre des boîtes, soit un peu haut de gamme, un peu comme chez Jeff de Bruges ou des choses comme ça. La taille de la boîte varie, la qualité de la boîte varie, tu vas jusqu'à la boîte métallique ou alors la boîte en carton. Ça donne envie de tout goûter, c'est pas donné hein, comme d'habitude. Avec Arnaud, on a décidé de se faire plaisir quand même en prenant à consommer immédiatement un de chacun au moins. Et puis une boîte de 6 qu'on espère ramener intacte en France. On n'est pas sûr, il reste une après-midi et une matinée. Sachant que quand je goûte à du sucré, et que c'est du sucré en plus comme ça, ils ont l'air chauds. Je sais pas si je vais tenir en fait, on verra bien. Mais bon, je me suis dit allez, on prend une boîte de 6 et puis on les ramènera quoi. Donc voilà, ils sont chacun emballés dans dans une petite poche en papier pour pas toucher le voisin, etc. Enfin franchement voilà, ça donne envie quoi. On a tous l'eau à la bouche, mais il faut faire la queue pour attendre son tour parce qu'il y a du monde, il n'y a pas que nous qui attendons dehors dans la file d'attente pour accéder jusqu'à la caisse. En plus, le dilemme dans ce genre d'opération, c'est bon alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme parfum? Parce que comme a dit Céline, hein, on a envie de tout prendre. Donc il y a du dark chocolate, donc là vraiment chocolat noir. Il y a avec des pépites de chocolat, mais ça reste doré comme couleur. Et puis il y a un cœur coulant beurre de cacahuète. Donc là, Fred nous a dit, voilà, c'est celui-là le meilleur, mais les autres sont bons aussi, donc faites-vous plaisir. Et puis il y a aussi des cakes à la banane qui sont assez réputés chez eux. Et franchement, je le dis haut et fort, les cookies Levain Bakery, ce sont les meilleurs au monde. Je dis bien au monde. En France, on a des cookies qui sont très plats, très secs souvent. Alors là, c'est très sucré, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est vraiment fondant, moelleux. Franchement, c'est une tuerie. On peut même les congeler et les ressortir un peu ultérieurement. Je sais pas si on aura la patience de les congeler en rentrant. Mais en tout cas, voilà. Levain Bakery, franchement, le top du top et encore mieux. Et pendant qu'on attend, parce que voilà, on est quand même 20, hein, on est tous rentrés à la queue leu. Vous connaissez en fait mon penchant pour les small talk. Du coup, je vois des clients qui font la queue, donc je décide de m'approcher pour leur poser mes deux fameuses questions habituelles. Je peux voir votre prénom? Edouard. Caroline. Ok. Et qu'est-ce qui vous amène à New York? Voyage de noces. Voyage de noces? Ok. Et donc j'ai une deuxième question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous rend heureux en général? Moi je dirais rire. Manger. Ouais, manger c'est pas mal. Voyager. Les câlins. Et le partage. Ça y est, c'est acheté. Je suis
trop contente. En plus, c'est vrai qu'il y a une petite fringale là, et puis cette odeur de cookie chaud, je peux pas résister. Je commence mon cookie. Il est tellement gros et moelleux qu'en fait, j'arrive pas à manger complètement. Je vais manger la moitié parce que je me dis qu'après, je vais quand même avoir besoin de salé. Et du coup, j'ai peur de me forcer finalement et de manger. C'est bête parce que je veux vraiment profiter, quoi. Une fois que j'ai mangé la moitié de mon cookie, franchement, je suis hyper rassasiée. Tout le monde est en train de manger son cookie. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, très honnêtement. En plus, je suis hyper honteuse d'avoir fait ça, mais ça sortait tellement du cœur. En fait, je vois Lude, donc qui est une petite jeune fille qui est avec nous, qui se reconnaîtra. Et elle est en train de manger son premier cookie, elle adore. Lude, elle est assez exceptionnelle parce que quand elle aime quelque chose ou qu'elle trouve quelque chose qu'elle a jamais vu encore à New York, elle trouve que tout est extraordinaire. Enfin, elle utilise des mots très superlatifs, quoi. Et vous l'avez peut-être déjà entendu. Et en fait, c'est hyper agréable. Et donc, elle trouve ça extraordinaire. C'est le meilleur cookie du monde, comme nous tous. Et puis, ma petite Lude, mine de rien, elle a fini son premier cookie. Et hop, elle replonge sa main dans son sac pour prendre son deuxième cookie. Et là, je sais pas pourquoi, je lui dis, mais tu vas pas manger un deuxième cookie quand même? Je sais pas, garde-le pour 4 heures. Et en fait, je sais pas, j'ai vu dans ses yeux une détresse, comme si j'étais sa maman qui venait de la crier, de la gronder, de manger des gâteaux. Et elle a redescendu sa main en disant « Ah !» Mais comme si, elle avait pas du tout réalisé que c'était pas bien, alors que c'est pas bien ou pas bien, on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut, j'avais pas du tout à lui dire ça. Mais en fait, je me suis dit, mais elle va s'exploser le bide et elle en profite pas comme il faut, mais j'ai aucun droit à lui dire ça, en fait. Je me suis excusée derrière, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction, enfin, voilà, mais je me suis dit, elle va pas en profiter comme elle pourrait en profiter, parce que là, elle est sur l'émotion du bonheur de manger ça, et il faut que ça puisse continuer plus tard, et il faut pas qu'elle gaspille, en fait. Je sais pas, dans mon cerveau, ça a dû faire un truc comme ça, et bon, bah voilà, je suis désolée d'avoir eu cette réaction très primaire, mais... Maintenant que vous avez pris des forces avec les contenus, on va aller dépenser les calories, on va monter les escaliers. Allez, let's go! Oh non, my goodness! Si vous aviez vu le nombre de marches qu'il y avait à monter, d'ailleurs on en a perdu en route, hein. Il y en a qui nous ont pas suivis. Non mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de douloureux derrière, c'est ça? C'était la punition, Fred, de nous faire monter les escaliers? Bon, on va dans ce parc qui va nous amener jusqu'à Columbia University. C'est un parc tout en longueur qui s'appelle Morningside Park. Et donc c'est un parc dans Harlem. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur ce parc? En fait, il a l'air tout classique, hein, des petites voies avec une petite étendue d'eau. Voilà, c'est propre, rien de particulier, quoi. Bah, rien de particulier aujourd'hui, mais si tu étais venu là en 1986, eh bien l'espérance de vie était très courte dans ce parc. Il y a un calcul qui a été fait. À votre avis, combien de temps vous pouviez tenir en étant vivant dans ce parc? 17 minutes. C'est quand même pas très long. Il y avait des drogués, et des gens qui dormaient là, qui faisaient leurs besoins. Enfin, c'était très, très sale. Il y avait du crack, de la drogue dans tous les sens. Donc voilà, il valait mieux pas du tout passer par là. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Allez, let's go, on avance. Donc là, on arrive à Columbia University, donc hyper célèbre, puisque c'est l'une des meilleures universités au monde. Elle est classée 6e dans le classement international, sur un panel de 1000 écoles. Ça veut dire que c'est quand même hyper prestigieux. Il n'y a que 4% des admissions qui sont acceptées. Donc c'est quand même très très restreint. Et bien sûr, voilà, c'est comparable à Harvard ou Stanford. C'est vraiment le top du top. Il faut savoir que l'histoire en fait, de cette école remonte au XVIIIe siècle, hein, avec le King's College, qui a été fondé par le roi George II de Grande-Bretagne. Après, donc, il y a eu différentes évolutions, différents emplacements, et donc c'est à cet endroit, depuis la fin du 19e, en 1896. Et à l'époque, la ville n'était pas très développée, c'était vraiment la campagne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, avec le développement petit à petit de la ville, cette université, elle est vraiment en cœur de ville. Alors qu'habituellement, les campus universitaires sont vraiment délocalisés des centres-villes. Là, on va dire que c'est la ville qui a colonisé le quartier autour de l'université.
On y étudie la médecine, le droit, la philosophie, donc tout ce qui est lettres. Il n'y a pas trop de maths à Columbia. Il y a aussi le droit des affaires. Il y a 4 présidents célèbres qui sortent de cette école, donc Roosevelt, Eisenhower et Barack Obama. Et donc, ce qui fait la différence pour rentrer dans cette université, c'est pas forcément le coût, même si les frais de scolarité s'élèvent à 45 000 $ par an. On peut se dire, waouh, c'est un montant de dingue, mais il y a plein de gens qui peuvent se le payer en fait aux États-Unis. Non, ce qui fait la différence, c'est vraiment la capacité des cerveaux des personnes qui rentrent. C'est vraiment les tests à l'entrée qui font que tu rentres ou pas. Alors moi j'ai souvent vu, parce que je regardais des séries quand j'étais jeune, que ceux qui étaient très forts en sport, en fait, ils y arrivaient toujours parce qu'aux États-Unis, c'était quelque chose qui mettait beaucoup en avant les sportifs, avec tous les écarts que ça peut engendrer, l'histoire de drogue et tout. Enfin bref, je suis un peu nourrie à ces séries-là télévisées, ceux qui sont dans les quarantenaires et qui écoutent ça. Mais en fait, par exemple, pour Columbia, c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, c'est pas une fac où le sport est vraiment mis en avant. Si t'es vraiment fort en sport, c'est pas à Columbia University que tu viendras. Parce que c'est pas eux qui sont dans le top dans les grosses compétitions nationales, etc. aux États-Unis. Donc en fait c'est une fausse idée que je me faisais. Alors il y a une différence par exemple notable entre le système universitaire français et le système universitaire américain. Déjà la première chose c'est que aux États-Unis tout est payant, voilà, que ce soit la santé, tous les frais, enfin voilà, faut tout avancer. Donc les universités aussi sont très très chères. Et le critère de sélection qui pourrait être par exemple dans une grande école en France où on a l'impression qu'on va passer des concours mais qu'on a l'impression d'une espèce de ségrégation parce que l'école est payante alors que l'université est presque, il y a des frais moindres et du coup c'est une certaine élite sociale qui peut aller dans certaines écoles. C'est pas du tout le cas aux États-Unis puisque de toute façon comme tout est payant, c'est vraiment ton niveau qui va valider ou non l'accès à l'université. Donc tu as toutes les catégories sociales à partir du moment où tu as été un bon élève et où tu as défendu ton dossier et que tu as amené les notes qui prouvaient que tu pouvais intégrer cette université. Maintenant, comment tu fais quand justement tu n'as pas les moyens forcément de la financer? C'est là que rentre en jeu en fait le business de parier sur tout et de rater aucune occasion. C'est de se dire les banques en fait elles vont accorder des prêts aux étudiants qui intègrent les super universités très facilement parce qu'ils font un pari sur l'avenir en disant de toute façon cette personne-là aura un boulot de malade plus tard, avocat, médecin, chirurgien, enfin tout ce que vous voulez, et donc elle me remboursera le prêt. C'est des prêts à taux zéro, ils investissent sur l'étudiant, ils l'accompagnent, t'es chouchouté quoi quand t'es un étudiant de grande université prestigieuse américaine, que tu sois d'un milieu social moindre ou très élevé en fait, il y a pas vraiment ils font pas la différence à ce niveau-là. Mais ça crée du coup une inégalité par rapport à ceux qui n'intègrent pas une université de grande ampleur, parce que justement ils doivent quand même payer, et du coup eux, il n'y a personne qui veut les aider, ou alors les banques font pas les mêmes prêts, les mêmes taux, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus, et donc ça leur coûte vraiment beaucoup pour de toute façon savoir qu'après, ils n'auront pas forcément le boulot qui leur amènera un salaire énormissime. Et donc en fait, il y a un abandon des études d'une grosse majorité de une grande partie de la jeunesse dans les provinces ou les choses comme ça, qui se disent ça vaut pas le coup en fait de faire des études, ça coûte trop cher par rapport à ce que ce boulot me ramènera plus tard. Donc je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures sur l'égalité des chances. Je pense que le système français n'est pas jeté à la poubelle, mais c'est mieux quand même que le système des grandes écoles privées, parce que là, effectivement, c'est le billet d'entrée qui peut être financier pour toi. Maintenant, voilà. Quoi choisir? Je pense que pour une majorité, le système français d'égalité des chances est peut-être un petit peu plus équilibré. Donc Fred nous explique que pour lui, le niveau global qu'il a constaté était assez bas, c'est ce qui ressort certainement d'études. Et les universités, elles développent beaucoup la recherche, et en tant que chercheur, tu peux avoir des crédits de l'université, mais à un moment donné, en fait, ça va finir par s'épuiser. Donc soit tu es très bon en termes de résultats, donc tu montres que tu as une capacité à déposer des brevets, à faire la différence, et donc quelque part l'enseigne va t'accompagner.
soit c'est plus difficile et donc c'est à toi d'aller chercher les crédits, d'aller trouver les sponsors pour continuer à avoir les moyens suffisants de développer tes recherches. En complément de ça, moi je dirais que tout ce système éducatif, tout repose en fait sur la méritocratie. C'est vraiment ceux qui font le plus d'efforts, qui amènent le plus de résultats, qui sont les plus mis en avant. Même si tu es perdu au fin fond du Minnesota, tu n'as pas l'organisation, les crédits, etc. Si tu es bon dans ton domaine et que tu publies des choses, une université comme Columbia peut venir te chercher et t'intégrer dans son équipe. En fait, pour eux, c'est un vrai challenge. Parce que si t'es bon, que t'as publié, etc., en fait, après, ils se mettent tous en compétition les uns les autres, les universités, pour te récupérer, quoi. Ils sont un peu comme des chasseurs de tête de talent, et ils font tout pour que tu puisses venir chez eux, parce que eux, en fait, c'est la réputation de leur établissement qui est en jeu. Et après, ils vendent, en fait, le fait qu'ils ont tel prix Nobel qui est passé par chez eux, ils ont tel sportif qui est passé par telle université. Donc, en fait, le nom, si on te connaît, si tu es connu, si tu as fait des choses importantes, là, tu es important, même pour une université. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le financement, l'université, la recherche, les entreprises, tout ça, c'est un microcosme qui est connecté. Et donc, voilà, si tu es étudiant, tu peux peut-être travailler sur une technologie ou une autre, tout de suite, tu as Google qui va t'apporter les infrastructures. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais ça montre bien qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite entre tout ça. Faire des actions pour autrui est hyper développé. Donc par exemple, dès que tu veux t'inscrire dans l'université, on va te demander en fait qu'est-ce que tu as fait d'un point de vue caritatif, d'un point de vue associatif depuis que tu as 12-15 ans. Et donc si tu n'as rien fait du tout, carrément tu perds des points en fait, parce que lorsque tu sortiras de l'université, là aussi tu seras sollicité pour aider à mettre en place telle ou telle initiative. Réparer quelque chose, venir en aide à des personnes. Tout ça, c'est un cercle vertueux qui a vraiment pour but de développer le fait d'accompagner les autres. J'ai trouvé le campus vraiment magnifique. Déjà, c'est assez vert, hein, il y a pas mal de plantations. Alors bon, là, on est dans un environnement new-yorkais, donc c'est des arbres de la côte est. Mais si vous allez plus du côté Los Angeles, etc., ça va être des palmiers dans les universités. Donc chacun a son site. Mais là, c'est 13 hectares d'arbres, de grandes zones avec de l'herbe et des bâtiments assez majestueux quand même. Voilà, ça me fait un peu penser à tout ce qui est la Sorbonne, etc. Vraiment des grands bâtiments avec une coupole. C'est vraiment beau. On arrive sur une espèce de place centrale en pavé et en fait ils sont en train de préparer, bientôt ils vont préparer la remise des diplômes et là ils montent en général des gradins de façon temporaire pour faire la remise des diplômes au sein de ce grand parterre central de l'université. On a de chaque côté en fait une espèce de grande bibliothèque, donc il y a la bibliothèque qui est vraiment la Butler Library qui est réservée vraiment aux étudiants, etc. Et puis en face, il y a la Law Memorial Library où là en fait quand tu es touriste tu peux rentrer et aller voir comment c'est à l'intérieur. Il y a des grandes colonnes en marbre avec des dorures, des marbres noirs, verts. C'est vraiment très très, je sais pas si ça fait un peu romain, mais voilà, des grandes coupoles, des verrières, et on sent que ça sent le livre ancien là-dedans, qui a un silence un peu, qui est une sorte de respect avec les plafonds en bac carré avec des moulures. Et puis plein de petites fleurs là en stuc, enfin pas en stuc d'ailleurs, mais voilà, vous avez des statues, des bustes qui sont exposés avec par exemple des divinités grecques, Zeus, etc. Enfin voilà, vraiment l'aspect littéraire, on voit que c'est une fac qui est axée vraiment sur cet aspect un peu plus littéraire. Mais les bâtiments sont vraiment très beaux, le campus est assez calme. On est quand même nous pour les vacances de Pâques, mais voilà, il n'y avait pas grand monde sur le campus. Et il faisait assez froid en plus aujourd'hui. Donc voilà, Arnaud, t'es allé voir un peu à l'intérieur de cette bibliothèque? En fait, je m'attendais moi justement à une bibliothèque, mais tout l'espace avec les livres, il est vraiment réservé. Il faut être étudiant en fait pour pouvoir y accéder. Donc là, c'est vraiment une toute petite. Il y a un petit guichet avec du personnel qui peut répondre à nos questions. Il y a une quinzaine de livres qui sont visibles et j'imagine qu'il y en a beaucoup plus derrière.
Mais effectivement, je rejoins ce côté hyper majestueux, ce côté très, très brillant, très haut de ce bâtiment. Ouais, ça fait vraiment très académique en fait. On a vraiment l'impression vraiment d'être au cœur du quartier de la Sorbonne, Henri IV, le Panthéon, un peu voilà au niveau de Paris. Sauf que là, c'est vraiment un seul et même campus, avec pas mal d'espaces verts. Et puis, du coup, faut savoir que la couleur de cette université, c'est le bleu ciel. Donc, ils sont assez chauvins de leur université, on va dire. Hein. Ils portent souvent une écharpe, ou le t-shirt, ou la chemise. Enfin, voilà, tout est en vente à la petite boutique librairie qui est en sous-sol, auquel tout bon visiteur et touriste fait honneur et passe, donc on n'a pas échappé, on y est allé. Donc là vous avez multi-casquettes XXL avec la grande visière, les bleu ciel avec les logos de la Columbia University, les t-shirts, les chaussettes, bientôt vous avez les sous-vêtements, enfin voilà, ils peuvent s'habiller de la tête aux pieds avec la couleur de leur fac. Vous avez des éditions de livres anciens qui sont assez beaux, hein. Vous avez du Harry Potter, vous avez des contes aussi, donc vraiment aspect littéraire quand même, ce côté littéraire est vraiment ressorti, avec des dorures sur les livres, voilà. Puis après vous avez tous les produits dérivés, les mugs, les porte-clés, enfin voilà, pour le touriste hyper important de pouvoir vendre et de faire voyager la couleur de leur université un peu partout. Moi j'adore en fait ce principe d'uniforme là pour la remise des diplômes. Je sais que moi quand j'ai eu mon diplôme, j'étais juste bien habillée, mais bon voilà. Je trouve que c'est sympa d'être tous habillés pareil, ce jeté de chapeau là, carré. C'est un petit truc qui. En plus là, quand ils sont à la fac, c'est la dernière cérémonie qu'ils vivent avant d'entrer dans le monde du travail. Et du coup, le fait de jeter son chapeau, ça y est, c'est passer à autre chose. Et pour autant, en fait, cette célébration, on la voit à ce moment-là, parce que c'est quelque chose qui est mis en avant dans les séries télé, etc. Mais en fait, aux États-Unis, tu célèbres comme ça chaque passage d'année, depuis que tu es tout petit à l'école. Tu vois, ici en France, quand tu es petit, il y a les kermesses d'école, ça demande du travail, c'est souvent mis en valeur la classe entière, il faut pas mettre en évidence un élève, tu vois, tout le monde chante, etc. Voilà. La participation des parents, mais là-bas c'est une cérémonie. Tu sors de la crèche, tu passes à l'école primaire, c'est une cérémonie, tu as ton petit diplôme, tu es pris en photo de façon individuelle. Vraiment, l'individu est mis en avant, l'individu est célébré. Et je pense que pour la confiance en soi, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est assez important pour évoluer et justement pour arriver à cette culture en fait américaine de je fonce, je tente des choses, voilà, où nous on n'est pas vraiment comme ça. On va faire une généralité, mais voilà, c'est différent et ça se construit déjà depuis que tu es tout petit. Et pour en finir avec Columbia, parce que il va bientôt être l'heure de partir, vous pouvez retrouver des images de cette université dans beaucoup de séries télé. Dans Gossip Girl, bien sûr, pour celles et ceux qui aiment cette série. Dans Les Sopranos, dans Castle, dans How I Met Your Mother, évidemment. Et dans Suits, Avocat sur mesure. Voilà, donc il y a pas mal de vues qui apparaissent dans des séries qui sont assez connues. Cet épisode se termine sur la visite de Columbia. Donc là, on a fini la matinée. Cet après-midi, on va changer de quartier, je dirais peut-être même de pays. On dirait que Sam a encore quelque chose à nous partager. Après, une réelle anecdote. Ah oui, moi j'étais allé me faire couper les cheveux. Je rentre chez le coiffeur, je vends $40 à la coupe. Je me dis, oula. Après, je me dis, bon, on est à Soho, je vais pas trouver moins cher, c'est impossible. Je demande au gars, ouais, est-ce qu'il y a moins cher? Il me dit non. On est les plus chers de la rue. Après, si vous voulez, il y a des gens qui font 80, 110. Moi, je me dis, ah oui, quand même. Et à ce moment-là, je lui demande, donc il commence à me couper les cheveux et tout, parce que je voulais, pour le message et pour l'image, je me fais couper à New York par un grand barbeur, comme ça. Et je demande, oui, alors, vous avez déjà coupé qui dans votre vie comme célébrité, tout comme ça? Il me dit qu'il a déjà coupé NPH, un acteur américain qui a joué dans Friends. Le blond, les yeux bleus. Il a coupé aussi beaucoup de rappeurs. Un joueur de basket qui joue à Philadelphie, James Harden.
Il a coupé des rappeurs Lil Yachty qui ont fait des musiques hyper connues, NBA Youngboy qui ont tapé des 500 millions de vues. Hein. Et il a coupé lui et leur frère, Lil Uzi Vert aussi, rappeur très connu, qui lui a tapé 1 milliard carrément. Et il m'a montré des photos et tout ça, il y a des preuves. Vraiment, il m'a montré, il m'a dit yeah, look at this man. Ah ouais, stylé. Du coup, je commence à me dire ah ouais, ok, je comprends un peu mieux le prix qu'il y a sur la porte. Et du coup, ça m'a choqué ça. Après, je sors chez le coiffeur, je commence à marcher un peu, je vais rejoindre Fanny et Lola. J'arrive, je vois, elles sont assises contre un petit muret face à la route. Et face à l'immeuble, il y avait une sorte de SDF qui était là et qui leur parlait et qui leur faisait des gestes. Elle dit hey, what's up man? Parce que j'avais peur qu'elle soit en train de se faire agresser, donc comme ça, du coup je me dis bon, je vais essayer d'imposer un truc. Du coup j'arrive et je le dis un peu hey, what's up man? Un truc un peu bien. Du coup il se barre. Moi du coup je comprends rien, il y a Fanny et Lola, elles commencent à se taper une barre, vraiment. Un fou rire, mais un fou rire hein. Et moi je suis là, je le regarde, je me dis mais c'est parce quoi là? C'est quoi cette histoire? Et elles me racontent qu'en fait le mec à ce qui paraît, il parlait mais très bas. Il faisait des gestes comme s'il était en train de faire de la pêche, genre il lançait la canne, enfin comment on appelle le bout là? La ligne, ouais, la ligne, la ligne de pêche. Et c'est tout en fait, c'était juste bizarre en soi. Moi j'arrive, je vois un gars qui est en train de faire des mouvements de fou et elles sont là, elles commencent à se taper une mort. Moi je suis là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Vraiment hier c'était une journée particulière, en plus on est monté en haut du World Trade Center. Ça, il y a un truc qui m'a choqué. Parce que, tu sais, avec la structure des immeubles, là, ils sont obligés de faire un truc anti-sismique. Du coup, le meuble il tangue un peu. Je suis arrivé, j'avais l'impression d'être dans un bateau, l'immeuble il bougeait. Je me suis dit, non, mais on va tomber là, le truc il va s'écrouler en deux. Du coup, pendant vraiment 10 minutes, j'étais pas bien, j'étais là, je me suis pris un cappuccino. Je me suis dit, bon, c'est le dernier truc que je vais boire de ma vie, je vais l'apprécier. Ah non, vraiment, j'ai eu trop peur. Mais ouais, du coup, voilà, c'est une anecdote. Alors, oui, parce que là, je viens de me remémorer un truc. Hier. Donc je jouais au billard, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai niqué tout. Mon jour, c'était mon jour, voilà. Et j'étais donc avec des lycéens aussi, qui sont français et qui viennent du sud de Marseille, donc qui viennent au-dessus de Marseille, donc vers Nîmes, Montpellier, un truc comme ça. Et ce qui se passe, c'est que on joue au billard et tout, et en fait ils ont un truc où ils sont obligés de être à leur chambre à 23h. Il y a quelques petits élèves qui ne le font pas. Du coup moi j'étais avec ces élèves là. Et il était déjà 23h30 et à 23h30 du coup ils décident d'aller dans leur chambre pour attendre la ronde des professeurs et redescendre après. Moi je me dis oula, oula. Du coup ils montent, ils redescendent, ils disent non mais il y avait personne. Ouais, il y avait personne ce soir, ils le font pas je pense et de ça. Du coup on continue notre partie et tout. Moi je suis en train de carry, hein, donc encore une fois je tue la partie, je suis en train de vraiment tout gagner. J'étais hyper fort hier. Et là je joue. Et je vois, il y a Lucas, donc le mec contre qui je jouais, il prend son téléphone, il regarde, il regarde son pote Mathieu, mec, et du coup Mathieu il dit, qu'est-ce qu'il y a? Lucas il dit, on est dans la merde. Et vraiment quand je te dis, son visage il s'est pâli d'un coup, c'est que vraiment, Mathieu il est là, qu'est-ce qui se passe? Il va voir le groupe WhatsApp de leur truc, et il voit, dépêchez-vous, en mention il y avait leur nom, ils arrivent. Genre juste comme ça, ils arrivent. Quand je vous dis, il y a eu tout un processus, il y a eu Lola qui allait se mettre dans les couloirs pour faire le guet, regarder entre les portes, il y avait plein de trucs. Donc eux, ils ont commencé à courir dans tous les sens et tout. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, au même temps, pardon, parce qu'il s'est passé des trucs au même temps que ça. Donc pendant qu'eux, ils étaient en montée et tout ça, il y a un gars, il s'appelle Jamal, Jay, j'en sais rien. En face de l'immeuble au coin fumeur, qui prend l'enceinte de Mathieu tout simplement, pendant qu'il est pas là bien sûr, et commence à mettre de la musique. Un gars inconnu, hein, inconnu au bataillon, vraiment. Il me passe son téléphone, il me le montre, il dit yeah. Instagram. Du coup je le suis maintenant, et je sais pas quoi faire de cette information, mais il est là. Non mais vraiment c'est ça le truc de New York, c'est là. Tu vois, tu sais pas mais c'est là, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Mais du coup après ils reviennent en bas et Lola et Fanny elles étaient fatiguées, du coup elles remontent. Moi je commence à remonter, je touche mes postes comme ça, je me dis il est où mon portefeuille? Et là je commence à me rendre compte que j'ai pas ma carte pour entrer. J'arrive dans la chambre, j'essaie d'ouvrir la porte, elle s'ouvre. Fanny et Lola du coup ils me disent au revoir. Et moi je commence à m'endormir.
Je m'endors 1 heure. Et là, j'entends sa bourrine à la porte. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire encore? Du coup, je me lève. Je vois, il n'y a personne qui se réveille, personne qui va ouvrir la porte. Je me dis, putain, ça va vraiment être à moi d'aller ouvrir la porte. Du coup, je me lève, je descends. Donc, vraiment très aigri. Hein. J'ouvre la porte d'un air énervé. Il y a un chinois de 2 mètres, j'ai pas compris. Le mec, il faisait le double de ma taille. Je regardais en l'air, j'avais l'impression que j'allais me péter la gueule en arrière. Il me dit, I'm sorry, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm just going to take some things. Il prend ses affaires et il va à la douche. À 3h du mat. Qui va prendre une douche? C'est bizarre, hein. Il revient, il fait du bruit à mort, il ouvre la porte, il y a un noir sur le lit, il est là, il le chip et des trucs comme ça. Et moi, j'arrivais plus à dormir. Pendant 2 heures, ma nuit, elle a été explosée. Ça explique mon état aujourd'hui. Mais à part ça, je pense que la vie communautaire, elle est bien. Hein. Ah, mais je ne me lasse pas des anecdotes de Samuel. Ah, c'est excellent. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.